télévision aux informations crédibles. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision et vous regardez votre magazine ActuBuzz. Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre votre rendez-vous, des commentaires, de l'analyse, mais aussi des décryptages de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. Nous allons aujourd'hui nous focaliser autour des trois principaux sujets. D'abord, les élections de 2023. Félix Tshisekedi a annoncé déjà les couleurs. Il va briguer un second mandat, mais pendant ce temps, que fait-il ou que pense-t-il de l'accord de Nairobi? On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. Toujours dans les chapitres des élections, la loi sur la congolité de Noël Tchani a été déposée ce jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale. C'est le député Ntingi Pouloulou, élu de la circonscription électorale de la Funa, qui a accepté d'endosser cette responsabilité. Ntingi va donc déposer ou défendre cette loi devant la représentation nationale. Est-ce que cette loi ou les dépôts de cette loi ne risquent-ils pas de créer encore la tension dans la classe politique? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur l'avenir de l'Union sacrée avec tout ce que nous attendons comme déclaration tapageuse au sein de cette structure politique. Les sociétés de Moïse Katumbi qui, par moments, font des sorties médiatiques qui dérangent un peu. On va essayer de revenir sur cette question, puis on va chuter avec la Covid-19, troisième vague Covid-19. Vous avez appris récemment le décès d'un monsieur après se faire vacciner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'AstraZeneca, ces vaccins que le président a même remis en cause? On en parle au cours de cette émission. Si le temps nous le permet, on va revenir sur la nomination de Madame Kabedi, Malangou Kabedi Mboui à la Banque centrale en remplacement de Deogracias Mutombo. Sur ces plateaux, je reçois pour la toute première fois les porte-paroles du président de la République, les professeurs Tarsis Kasongomwema Yamba Yamba. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, avant d'entrer dans les menus de cette émission, sous quelle casquette vous vous sentez le plus à l'aise? Est-ce que c'est dans la casquette des professeurs ou des porte-paroles du président de la République? Ben, dans la casquette d'un citoyen. J'imagine que, en dehors du fait d'être professeur, c'est-à-dire d'enseigner, c'est-à-dire de faire de la recherche, en dehors du fait d'être le porte-parole du président de la République, je reste un citoyen qui peut répondre à des invitations pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur des questions pour lesquelles je pense avoir une certaine compréhension. Alors, il faut rappeler ici que vous avez exercé le journalisme pendant plusieurs années et vous enseignez aujourd'hui les sciences de l'information et de la communication. Alors, lorsque vous regardez la télé aujourd'hui, lorsque vous écoutez la radio, lorsque vous essayez de lire la presse, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'actuelle génération va atteindre votre niveau? Parce qu'il faut dire que les professeurs Kassongo Bema, les vieux Kibambi Chintois, les Kitutu, vous avez marqué votre époque. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'actuelle génération essaie un peu de sortir aussi la tête? Mais écoutez, je pense que chaque génération voit l'émergence d'un certain nombre de spécialistes de notre secteur. Moi-même, quand j'avais votre âge et que je regardais et écoutais la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'à l'époque, il n'y avait que cela, ben, j'admirais des gens comme Lucien Chimpumpu. Donc, je vous dis que chaque génération arrive à, permettez la tautologie, à générer ses propres éléments de valeur. La chose qui me fait plaisir, c'est que aujourd'hui, les médias ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans, et je dis tant mieux. Tant mieux parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, produire une émission, vous n'avez pas besoin de déplacer les grands quarts de reportage comme à notre époque. Et heureusement, parce que l'information se démocratise, et c'est tant mieux. Mais le seul ennui, et peut-être ce qui me chagrine un peu par rapport à tout ce que je peux penser de bon dans la floraison des moyens de communication et des médias, ce qui peut peut-être me chagriner un peu, c'est le fait que la multiplicité des médias ne va pas avec la responsabilisation de ceux qui travaillent dans ces médias. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'on retrouve de très très bons médias
même si c'est peut-être avec des moyens très peu fournis, mais où vous avez du contenu, où vous avez le sens de la recherche de l'actualité, le sens de l'explication de l'événement, parce que c'est cela aujourd'hui. Lorsque vous avez WhatsApp, vous avez tous les LinkedIn, etc., vous avez l'information, allez, dans la seconde, si pas... avec l'information. Voilà. Mais ce qui reste aux médias traditionnels, c'est plutôt d'entrer dans la profondeur, expliquer aux gens ce qui vient de se passer. Parce que sur les réseaux sociaux, dans les nouveaux médias, comme nous les appelons, on n'a pas toujours le temps d'entrer dans les détails, le temps d'expliquer ce qui se passe. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu. Ce sont des créneaux que vous pouvez occuper, parce que les gens n'ont pas toujours le temps de s'informer en profondeur. Il a écouté une information, il est curieux de nature, il veut savoir pourquoi c'est arrivé, qui sont les protagonistes, etc. Bon, l'actualité peut fournir cela. Mais maintenant, comprendre cette information, pourquoi elle est arrivée, quelles sont les conséquences de cette information, de cette situation. Ça, ce sont les médias traditionnels qui ont la possibilité de le faire, et j'espère bien que vous y arriverez. Là, on comprend que c'est le professeur des sciences de l'information et de la communication qui vient de parler. Bon, disons, c'est un connaisseur. Allez. Très bien, on va cette fois-ci aborder les menus de l'émission. Élection 2023, messieurs les porte-parole du président de la République, Félix Tshisekedi s'est déjà prononcé. Il a une vision qu'il veut matérialiser et il a besoin d'un second mandat. Alors, pendant ces temps, il y a ces sociétaires ou ces alliés de l'UNC qui brandissent aussi l'accord de Nairobi. Alors, comment ça va se passer en 2023? Écoutez, heureusement que parmi les sociétaires, puisque vous les appelez comme ça, parmi les alliés, les partenaires politiques du président de la République, à travers l'Union sacrée de la nation, il n'y a pas que les signataires de l'accord de Nairobi. Bon, certes, il y a l'UNC qui avait passé un accord avec le président de la République, mais à l'époque avec l'UDPS. Très bien. Bon, ça, ce sont des accords, allez, j'allais dire internes. Ce sont des accords entre deux personnalités, entre partis, entre leaders. Aujourd'hui, le président de la République a vu qu'il était nécessaire de mettre autour d'un même idéal tous ceux qui pensaient, tous ceux qui avaient l'intention de cheminer sous son leadership autour de lui, à côté de lui. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant ce qui s'est passé avec l'accord FCC-Cash, où on se donnait la bise le matin, on se donnait un croc-en-jambe à midi, et on se poignardait le soir. Donc, je crois que là, le président de la République a appelé autour de lui tous ceux qui avaient la même vision que lui pour développer ce pays, pour relever notre économie, pour relever nos finances, pour faire face à l'insécurité, pour faire face à la guerre dans la partie nord-est du pays. Maintenant, le président a annoncé qu'il voulait briguer un deuxième mandat, puisque c'est ce que la Constitution de la République reconnaît à tout chef de l'État en exercice. Il peut postuler pour un deuxième mandat, et le président de la République, comme vous l'avez bien dit, a annoncé les couleurs. Naturellement, que les partenaires ou que les alliés aient des réactions diverses, ce n'est que normal. J'imagine que dans les états-majors entre les différents partis politiques, il y a des plateformes dans lesquelles ils discutent et ils échangent. Bon, qu'est-ce que cela va donner? Bien malin, celui qui pourrait le dire. Le tout dépend de la capacité, et je pense que le chef de l'État en est tout à fait capable, de la capacité du président de la République à rassurer ses alliés, à leur faire comprendre que bon, de toute façon, il n'y a pas matière à entrer en guerre. Lui, il a donné son point de vue, il a donné sa position, c'est certainement la position de son parti politique, et
les autres vont devoir soit négocier, soit se positionner à leur tour. Bon, on devrait, normalement, et j'entends, je lis, hein, les éditorialistes, les spécialistes de la question politique qui prédisent déjà l'éclatement de l'union sacrée de la nation. Bon, je ne suis pas aussi pessimiste que il est tout à fait possible que par dépit ou en réaction épidermique par rapport à cette position, il y ait des leaders qui claquent la porte de l'union sacrée. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas encore entendu de position officielle prise par tel ou tel parti ou rassemblement membre de l'Union sacrée de la nation. Par exemple, sans toutefois vous, oui, je vous en prie. Olivier Kamitatou, qui a écrit ce matin sur son compte Twitter qu'il va quitter l'Union sacrée au cas où la loi Noël Tchani est passée au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une menace qui risque de paralyser aussi l'Union sacrée? Il le dit en son nom ou au nom de son ensemble politique. Il est porte-parole de Moïse Katumbi. Oui, mais est-ce qu'il a parlé en tant que porte-parole de Moïse Katumbi? Vous dites bien qu'il l'a écrit sur son compte Twitter. Bon, c'est son point de vue. Mais quand le porte-parole dit quelque chose, quand même, sans que son chef puisse les contredire, on sait aussi comprendre. Il l'a posté aujourd'hui. Ah ouais, ce matin. Oui, ce matin. Bon, il y a encore quelques heures. Je pense que... Non, nous en saurons un peu plus. Et de toute manière, c'est ça la politique. Elle est dynamique. On ne va pas non plus rester statique parce qu'on risque de froisser un tel, de choquer un tel. Bon, le président de la République a pris ses responsabilités. Il a présenté au peuple congolais son intention de briguer un deuxième mandat. Bon, c'est évident qu'il va y avoir des réactions officielles cette fois-là, parce que pour l'instant, c'est la réaction d'Olivier Kamitatou. Ce n'est pas la réaction du porte-parole de Ensemble. Donc, nous attendons que, officiellement, M. Katumbi ou l'ensemble se prononce. Très bien. Alors, le président a parlé d'une vision qu'il a pour les Congo. Alors, est-ce que la matérialisation de cette vision n'est pas que par un second mandat du chef de l'État? Alors, on fait quoi de ces premiers quinquennats? Mais le premier quinquennat n'est pas terminé. Oui, mais pourquoi le président envisage déjà j'aimerais bien la matérialisation de sa vision? Vous le faire remarquer. Sa vision est en train de se faire jour, en train de se matérialiser petit à petit. Vous avez déjà quelques éléments. La gratuité de l'enseignement élémentaire. Vous avez la mise en place du schéma de soins de santé primaire pour l'ensemble de la population. C'est un grand chantier que le président de la République met en route. Il faudrait que chaque citoyen congolais ait la possibilité de se faire soigner, quelle que soit sa condition sociale. Ça, c'est un grand chantier. Il y a plusieurs autres chantiers. Le président de la République constate qu'il ne reste que 2 ans. Je vous rappelle que ça fait 2 ans qu'on a passé dans les bisbilles et que le chef de l'État n'a pas su réellement mettre en mouvement cette vision qu'il a pour la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal, se disant que bon, il ne reste plus suffisamment de temps pour accomplir ce que lui a comme vision pour la République démocratique du Congo, il se positionne pour un deuxième mandat, d'autant plus que la Constitution lui en donne la latitude. Est-ce que le président, ce n'est pas peut-être par crainte où le président estime déjà que son premier quinquennat s'avère déjà un échec, raison pour laquelle il envisage déjà un échec pourquoi? Un échec en quoi? Là, où nous sommes au moment où la gratuité de l'enseignement qui patauge, il y a... Qui patauge? Oui. Ah bon? La gratuité de l'enseignement qui patauge. Sur les marchés, les paniers de la ménagère n'a pas bougé en dépit de la décision du gouvernement. Il y a insécurité. Oui, mais il y a un paiement dans certaines entreprises publiques. Ce dont vous parlez. Grève par-ci, par-là. Non, attendez, mais la grève est prévue dans la Constitution. Très bien. La grève est prévue dans la Constitution. J'espère que dans votre entreprise, ici, vos agents ont le droit de faire grève lorsque vous ne vous mettez plus d'accord sur un certain nombre. Non, allez, plus sérieusement. Non,
le fait qu'il y ait des mouvements sociaux, mais il y a toujours eu des mouvements sociaux. Dans les pays développés, il y a des mouvements sociaux. Même dans les pays où véritablement il y a la sécurité sociale qui est garantie. J'ai fait quand même plus d'une vingtaine d'années dans un pays européen où la sécurité sociale est peut-être la meilleure d'Europe. Donc, qu'il y ait des mouvements sociaux, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est ça aussi la preuve qu'il y a démocratie. Les gens peuvent manifester lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. Maintenant, le spectre de l'échec dont vous parlez, vous savez, moi, je ne le vois même pas, je ne le sens même pas. Nous sommes en train de travailler, le président de la République est en train de travailler. Mais vous vous dites déjà, ce sera un échec. Ben non, lui se dit, il va réussir. Donc, ce n'est pas parce qu'il va réussir les deux ans qui restent qu'il ne faut pas songer à aller au-delà. C'est ce dont je vous parle ici, la couverture maladie universelle, elle ne va pas s'arrêter dans 2 ans. Elle doit aller au-delà. Mais cette couverture maladie universelle, il faudra la financer. Et il ne faudra pas la financer par des économies de bout de chandelle, comme on dit. Il faudra trouver un mécanisme permanent qui assure le financement de cette grande réforme qui concerne la couverture maladie universelle. Mais il y a d'autres types de réformes que le président tient à matérialiser. Donc, je ne pense pas que le fait d'avoir sollicité un deuxième mandat soit synonyme d'échec. Non. Si tous les présidents qui sollicitent les deuxièmes mandats, les présidents qui sollicitent un deuxième mandat, qui se représentent, c'est pour couvrir les échecs du premier mandat, mais c'est le citoyen qui détermine dans l'urne s'il est d'accord qu'on couvre les échecs, ou si au contraire, il donne un quitus au président parce qu'il l'a vu, il a allumé en lui la flamme de l'espoir, et l'électeur se dit, je lui confie encore un mandat pour qu'il accomplisse ce qu'il a comme vision. Très bien. Alors, moi, je le vois dans ce sens-là. Maintenant, si les autres voient que solliciter un deuxième mandat, c'est parce que, bon, chacun voit midi à sa porte, comme j'ai l'habitude de dire. On va toujours rester dans les chapitres des élections. Professeur, en 2016, je ne sais pas si vous étiez déjà au pays, on a connu un retard dans l'organisation des élections parce que les gouvernements de l'époque n'avaient pas de moyens pour financer la CENI afin d'organiser les élections. Alors, Félix Tshisekedi au pouvoir, ça fait 2 ans déjà, et ça c'est le deuxième gouvernement. Est-ce que les gouvernements, depuis Lukamba jusqu'à ce jour, épargnent déjà quelque chose afin de financer les élections de 2023? Bon, avant de répondre à cette question, puisque vous m'avez tendu la perche, je la saisis, je viens au pays depuis 2011, notamment pour assurer mes enseignements à l'université de Lubumbashi, parce que bon, j'entends beaucoup de gens penser que nous sommes des parachutés. Pourtant, vous avez quand même un parcours très élogieux. Les mikilistes, non. En 2016, vous étiez au pays. J'étais au pays. Je n'y étais pas, je n'y résidais pas de façon permanente. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai terminé mon contrat avec Radio France Internationale en 2012. Donc, il me restait suffisamment de temps pour... voilà, et c'est ainsi que je suis rentré pour aller assurer mon contrat avec l'université de Lubumbashi. Maintenant, par rapport à la question, je crois que c'est concernant les moyens de financer les élections. Est-ce que le gouvernement a mis de l'argent de côté? En tout cas, à entendre ce que les différentes législatures, au moins les responsables de ces législatures, ont eu à déclarer, il y a des quotes-parts qui étaient réservées aux élections. Cette question, je pense que le porte-parole du gouvernement ou le ministre qui est en charge, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances, peuvent, je crois, vous répondre davantage. Mais j'imagine que en programmant les élections, les autorités qui se chargent de la réalisation de celles-ci
ont vérifié tous les moyens qui sont nécessaires. Et le président de la République, pour revenir à une sphère dans laquelle je peux m'exprimer le mieux, le président a dit, quoi qu'il en soit, de toute façon, si la CENI nous brandit des difficultés, etc., bon, on va toujours voir comment, mais les élections, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'il y ait effectivement ces éléments perturbateurs, sont prévus pour 2023. Est-ce qu'il n'y a pas des indices qui prouvent à suffisance que Félix Tshisekedi n'a pas les intentions de financer, ou le gouvernement n'a pas les intentions de financer la CENI afin d'avoir les élections en 2023? Parce que vous allez vous rappeler, il y a quelques mois, du côté de l'UDPS, les partis dans lesquels le président est issu, il y a des voix qui s'élevaient déjà pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. La Belgique, à un moment donné, avait conditionné son appui à la RDC par l'organisation dans les respects stricts du calendrier électoral. Puis le président a tranché lui-même qu'il y aurait élection en 2023. Bon, est-ce que dans toutes ces déclarations, qu'est-ce que... Mais à partir du moment où le président de la République dit qu'il y aura élection en 2023, naturellement, on ne peut pas prédire l'impondérable. Pourquoi vous allez chercher quelques déclarations de quelques membres du parti, etc. Le président de la République s'est exprimé en tant que chef de l'État. Pas en tant que membre d'un parti politique, il s'est exprimé en tant que garant de la nation. Moi, sa parole me suffit très très largement. Maintenant, qui est dans le parti auquel il appartient, dans d'autres partis, des personnes qui pensent le contraire, à elles de justifier leur position. On va clôturer les dossiers élections pour évoquer cette fois-ci la loi sur la congolité. Cette proposition de loi, disons, de Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, c'est le député Nsingi Pouloulou, élu de la FUNA, qui a accepté d'endosser cette responsabilité. Il va présenter cette loi devant ses collègues députés et il annonce même qu'il a déjà les soutiens des 215 députés et il continue les détractations pour obtenir la majorité. Alors, du côté d'Ensemble pour le changement, on voit l'ombre du président de la République derrière cette loi. Le président veut exclure Moïse Katumbi. Moïse Katumbi fait peur au chef de l'État. Il pèse tellement que le chef de l'État ne saura plutôt pas compétitionner avec lui en 2023. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, quand vous dites que le député auquel vous faites allusion dit qu'il a 100, je ne sais plus combien, 200... Vous savez, c'est dans l'urne, hein, et tout se décide. À l'Assemblée nationale. Hein. Ce n'est pas ce qu'on raconte dans les médias, ce qu'on raconte autour d'un verre de je ne sais pas quoi. Non, c'est là que ça se décide. Le député est tout à fait dans son droit d'aller présenter un projet. Encore faudrait-il que ce projet, que cette proposition puisse être acceptée pour que, effectivement, on en discute au niveau de la plénière ou dans les commissions. Donc, le fait de brandir et de dire que j'ai 164... il a 215 députés. Ou 215, ou même 300, allez. Et il poursuit les tractations pour obtenir la majorité. Soyons généreux, même 300. Bon, ce fait-là ne signifie rien, en fait. Puisqu'il va falloir détricoter ce fameux projet. Il dit quoi? C'est alors qu'on saura. Je n'ai pas encore eu la possibilité de lire hein, ce projet avec lequel M. Noël Tchani se promenait. Bon, là, nous aurons peut-être l'opportunité maintenant de savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors pourquoi on voit l'ombre du président de la République derrière ces propositions de loi? Les sociétaires de Moïse Katumbi. Il faut leur demander pourquoi. Ils sont dans tous les médias. Pourquoi pour fustiger l'attitude du chef de l'État. C'est lui qui est derrière Noël Tchani. Pourquoi une proposition qui émane et qui est, comment dirais-je, parrainée par un député bien connu? Pourquoi on va voir le président du FCC aussi derrière? En plus, il est du FCC. Pourquoi vous allez voir le président de la République et pas... Justement, c'est ça la grande question. Ah oui, mais moi, je n'ai pas de réponse puisque le président de la République ne se la pose même pas. Il a dit qu'il y aurait les élections en 2023. On est d'accord. Il a dit lui-même que cette question de congolité, de machin, je crois qu'il n'est pas dedans.
à partir de ce moment-là, s'il y en a qui continuent à s'évertuer, à voir l'ombre du président derrière ça, ben, à moins qu'ils donnent d'autres raisons. Mais je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que dans le groupement dont vous me parlez, encore que pour l'instant, je n'ai pas encore entendu M. Moïse Katumbi faire allusion à ça. Bon, vous savez, il peut envoyer les lieutenants, hein, mais moi j'attendrai le jour où il va mettre en cause le président de la République pour dire c'est lui qui a voulu, qui veut que... En tout cas, chez le président de la République, on est serein. Lui-même est très serein par rapport à cela. Vous l'avez dit. Il a dit, il n'entre pas dans ce genre de considération. On a vu ce que ça a donné comme résultat ailleurs. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Mais bon, écoutez, les députés sont libres. Hein. C'est eux, devant leur conscience, devant leurs électeurs, devant leur base, ils vont en discuter. Mais attention, vous savez, l'histoire bégaye parfois. Hein. Et je souhaiterais vraiment qu'on n'en arrive pas à ça. Très bien, donc nous devons retenir que le président n'a pas les intentions d'exclure ses potentiels adversaires. Le président de la République n'exclut personne, n'exclura personne, et il n'a pas l'intention d'exclure qui que ce soit. Il a sacrifié déjà Vital, maintenant c'est le tour de Moïse Katumbi. Il a sacrifié, pardon? Vital Kamere, maintenant c'est le tour de Moïse Katumbi. C'est que le président de la République développé de l'autre côté d'ensemble pour les changements. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que les autres disent. Il a sacrifié Vital Kamere, son ancien directeur de cabinet. En faisant quoi? En l'envoyant en prison. Ah, c'est le président qui prend... C'est le discours développé côté ensemble. Oui, mais attendez, côté UNC. Ils peuvent développer tout ce qu'ils veulent. Le président de la République a pris une ordonnance pour envoyer M. Vital Kamere à Makala. Pourtant, il me semble que j'ai vu des procès où M. Vital Kamere était défendu par des ténors du barreau. Qu'est-ce que le président de la République a à voir là-dedans? On ne des côtés de l'UNC. Oui, mais attendez, vous savez, chacun peut voir tout ce qu'il veut. Je ne peux pas, le président de la République est un démocrate. Très bien. Mais vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de penser. S'il pense que, encore faudrait-il qu'il dise sur quoi il base cette pensée-là. En tout cas, moi, je peux vous dire que le président de la République n'a rien à voir là-dedans. Dernièrement, devant vos confrères et vos consoeurs, puisque c'était Sakweno et Françoise Bouela de la RTNC et l'autre de Top Congo, il l'a bien dit, que ce qui arrive à Vital Kamere, il le déplore, mais qu'il n'y est pour rien du tout, et que, pour l'instant, en tout cas, entre lui et Vital Kamere, il n'y a pas l'ombre, l'espace pour glisser une feuille de papier. Et pourquoi cet acharnement sur la personne du chef de l'État? Mais c'est normal, c'est le sommet. Mais vous savez, vous avez été à l'école, on accepte difficilement son échec. Hein. Voilà. Quand on a 18 sur 20, c'est moi qui ai bien travaillé. Mais non, quand on a 4 sur 20, c'est le professeur qui... Voilà. Bon, vous avez tout compris. Très bien. Alors, on va évoluer cette fois-ci pour parler de l'avenir de l'Union sacrée. Monsieur le porte-parole du chef de l'État, comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir de l'Union sacrée? Est-ce qu'avec ces dépôts de la loi sur la congolité au niveau de l'Assemblée nationale, avec les déclarations tapageuses à gauche et à droite, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a encore la sérénité au sein de l'Union sacrée et même l'unité? Vous savez, en politique, il ne faut jamais dire jamais. La politique, c'est l'art du possible. Les mêmes personnes qui déclarent ce qu'ils déclarent aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont fait des déclarations. Je me souviens, c'était ici au Palais de la Nation. Le président de la République n'a forcé personne à entrer dans l'Union sacrée. Très bien. C'était basé sur la conviction. Partager une vision commune. Si ceux qui sont entrés dans l'Union sacrée partagent une vision commune avec le chef de l'État, je ne vois pas pourquoi il faut se faire du mouron. Mais si ceux qui sont venus à l'Union sacrée l'ont fait, non pas parce qu'ils partagent effectivement la même vision que le chef de l'État,
mais parce qu'il y avait des calculs politiciens derrière. Bon, attendons-nous à ce qu'il y ait des remous les jours qui viennent. Mais encore une fois, je crois que les hommes politiques dans notre pays savent choisir l'intérêt supérieur de la nation quand il le faut. Donc je ne me fais pas beaucoup de soucis par rapport à ça, d'autant plus que les responsables de ces formations politiques ne se sont pas encore exprimés, en tout cas ouvertement, officiellement. Donc je me dis, voyons voir, observons, ça peut provoquer des remous. Tout comme s'il y a des éléments d'apaisement qui sont présentés à ces différentes forces politiques, ça peut également faire pchit. Donc, pour l'instant, je ne me prononcerai pas. Très bien. Je vais simplement constater, comme vous, qu'il y a des remous. Très bien. Une question qui me revient à l'esprit. Le chef de l'État s'est prononcé pour un second mandat. Il y a déjà des formations politiques au sein de l'Union sacrée qui annoncent déjà leur soutien au président de la République, notamment Steve Mbikai et il y a aussi Pius Mwabulu. Alors, est-ce que, voyez-vous aujourd'hui, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, qui sont aussi des grands leaders, s'aligner derrière la candidature de Félix Tshisekedi en 2023? Ce n'est pas ce que je vois qui est important. Parce que ce que l'on voit s'arrête à ce que le regard a aperçu. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils pensent réellement, ce que vous venez de citer? Qu'est-ce qu'ils pensent réellement? Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? De toute façon, personne ne leur a lié les mains. Il ne vous a pas échappé qu'aucune charte n'a été signée, aucun bulletin d'adhésion n'a été signé. C'est en âme et conscience. Si aujourd'hui, un leader politique estime que il ne marche plus dans la même direction que le chef de l'État, par honnêteté d'abord, par conviction ensuite, ben, il dira, écoutez, moi je m'arrête ici, poursuivez votre chemin. Donc, personne n'est enchaîné. Mais si certaines personnes ont encore conscience de la parole donnée, ils en tireront les conséquences. Très bien, on va parler cette fois-ci de la nomination de Mme Malangou Kabedi Mbouyi au niveau de la Banque centrale du Congo, remplacée par Deogracias Mutombo, qui a dirigé cette institution pendant 8 ans ou 9 ans comme ça. Une première pour la Banque centrale, une femme la dirige désormais. On accuse le président de la République aujourd'hui, et je vais préciser ma question, certaines langues accusent le chef de l'État de ne privilégier que les ressortissants du Kasaï pour occuper des grandes responsabilités. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait 2 questions en une. Le président de la République, il croit dans les capacités de la femme congolaise. Aujourd'hui, nous avons une de nos jeunes compatriotes qui est dans des structures de recherche aux États-Unis. Bon, si je donne son nom, vous direz encore qu'elle est de la même tribu que le président de la République. Pourtant, les États-Unis ne choisissent pas les collaborateurs scientifiques en fonction des tribus. C'est une jeune dame qui a d'ailleurs brillé déjà au départ d'ici, avant d'aller briller aux États-Unis. Le président de la République a observé le parcours de beaucoup de nos compatriotes femmes. Et il l'a dit d'ailleurs, je crois dernièrement, que si ça ne dépendait que de lui, il aimerait bien qu'après lui, ce soit une femme. Bon. Et là, il se fait que il y avait nécessité de modifier un certain nombre de choses à la Banque centrale. Parce que voyez-vous, nous sommes en négociation très avancée, pour parler presque, j'allais dire, avec les institutions monétaires et financières internationales. Et
ses partenaires ont observé de quelle manière on a géré leur contribution, de quelle manière on a mené la politique monétaire de notre pays. Le président de la République reçoit régulièrement des fonctionnaires internationaux, des responsables de ces structures-là, et ils discutent, ils échangent. Il se fait que la nouvelle responsable de la Banque centrale est une ancienne des structures financières internationales, à des postes qu'elle a occupés d'ailleurs avec brio, et il se fait que le président a jeté son dévolu sur Madame Malangou. Moi, généralement, vous savez, quand le chef de l'État élève certaines de nos compatriotes à la dignité, je sais pas, c'est peut-être mon enfance, ma formation, je ne me pose pas la question de savoir de quelle tribu cette personne est. La principale question que je me pose, c'est quelle est sa compétence? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne-là au regard de son parcours? Voilà la question qui m'importe. Bon. Or, la dame en question, la nouvelle responsable de la Banque centrale, Madame Malangou, déroule un parcours exceptionnel. Le président prône la promotion de la femme. Quoi de plus normal que il puisse confier cette haute responsabilité à cette compatriote qui a montré ses compétences. Il se fait que elle est de la même tribu que le chef de l'État. Cela devrait-il être un handicap? Ce qui pousse certaines personnes à penser que le chef de l'État n'est privilégie que ceux qui sont ou ceux qui viennent du même coin que lui. Si c'était le cas, vous pensez... On a même élaboré une liste qui circule dans les réseaux sociaux. Oui, j'ai lu cette liste. Non, je dis simplement que si c'était le cas, vous pensez que je serais là où je suis? Puisque je ne suis pas de cette province-là, de cette tribu-là. Je suis Musanga du Lualaba, puisque maintenant la province du Katanga a été morcelée en quatre entités. Si c'était ça le leitmotiv du président, honnêtement, je ne serais pas là où je suis. Non, quelque part, je crois que nos compatriotes, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà fait les prorata? Je vois souvent dans les discussions, dans les réseaux, on va dire, allez, dans l'armée, on va chercher un général, et puis on va vous dire, on ne cherche pas quelqu'un du grade équivalent, on va chercher quelqu'un qui est, oui, encore un. Et encore un. Et encore un. Oui, mais de la Cour constitutionnelle, au ministère des Finances. Oui, mais écoutez, je pense d'abord. Actuellement. Je crois d'abord qu'il y a un problème de démographie. Il faudrait que on puisse nous dire exactement, et c'est pour ça que le président voudrait que l'on puisse procéder au recensement pour savoir combien nous sommes. Si vous êtes 15, vous vous présentez à un concours. Nous venons à 3 pour le même concours, avec les gens de capacité équivalente. Qui a le plus de chances de remporter le plus de postes? Vous, avec vos 15 coreligionnaires, ou moi, avec mes 2 coreligionnaires? J'imagine qu'il y a plus de chances dans votre camp. Ce sont des éléments dont nous devons tenir compte. Moi, j'ai étudié dans un collège des frères xavériens. Il se fait que dans ce collège-là, effectivement, la plupart des collègues que je côtoyais, ils provenaient de ces 2 provinces du Kasaï. Mais tout simplement parce que dans les entreprises minières de l'époque, c'était la Gécamine, parce qu'il n'y en avait pas 3,
Mais la plupart des travailleurs qui étaient là, c'était des travailleurs qui venaient de ces coins-là. Mais lorsqu'on va creuser un peu plus loin, on se rend compte que les autochtones ont mis beaucoup de temps à s'engager dans les structures minières. Je suis originaire du côté de mon père, d'une entité qu'on appelle Fungurume. Vous en avez déjà entendu parler. Il y a une grande entreprise qui s'est installée là-bas. Tenke Fungurume Mining. Eh bien, ce phénomène, je l'ai observé de près. Les autochtones préfèrent aller cultiver les champs. Moralité, lorsque la TFM embauche les gens, il va embaucher ceux qui ne sont pas de là. In fine, ceux qui sont venus de quelque part, pas nécessairement du Kasaï, ceux qui sont venus de quelque part, de Kinshasa, il y en a à TFM, à Tenke Fungurume, vous trouvez plus de gens venus d'autres coins de la République que les autochtones. Mais je dis que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Les autochtones sont occupés à faire ce qu'ils faisaient depuis Bankambo. Mais il faut que les élus leur disent, mais mes chers amis, là, si vous ne vous faites pas embaucher, l'entreprise va embaucher nécessairement quelqu'un, et ce sera quelqu'un qui ne sera pas des vôtres. Donc, je crois que ça, il faudrait que nous nous mettions cela en tête. Moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai joué au football avec des personnes qui n'étaient pas forcément du Katanga. J'ai croisé, moi, mon lingala, je l'ai pas appris ici. Je l'ai appris au Katanga à travers le football, à travers nous allions jouer dans les camps militaires. Donc, moi, ça ne me gêne absolument pas, mais effectivement, il y a des gens que ça peut gêner. De se dire, attendez, nous sommes chez nous. Oui, mais chez vous, ça veut dire quoi? Très bien. Ma crainte, si nous revenions à l'histoire de la congolité, ma crainte avec cette histoire-là qu'on est allé enterrer, qu'on est allé déterrer de je ne sais où, ça va être d'exacerber ce genre de réflexe. Ah, donc machin, etc. Très bien. Par réflexe, nous aussi, nous occupons notre province, etc. C'est dangereux. Et je pense que je fais confiance aux députés. J'espère qu'ils vont bien analyser tous ces aspects qui sont cachés derrière ce projet que l'on est en train de présenter. On va terminer l'émission avec la question de la Covid-19, troisième vague. Le président récemment avait remis en cause l'AstraZeneca, ces vaccins qu'on administre aujourd'hui. Messieurs les porte-parole du président de la République, pourquoi le président, dès le départ, n'avait pas ordonné qu'on puisse arrêter cette campagne de vaccination? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vidéo qui a circulé, je ne sais pas si vous l'avez vue, où un monsieur exprime clairement qu'un de ses proches est décédé parce qu'il s'est fait vacciner. Alors ça commence à devenir dangereux. Pourquoi on n'avait pas arrêté cette campagne dès le départ? Déjà, une petite rectification. Le président n'a pas remis ni mis en cause le vaccin AstraZeneca. Non. Dernièrement, dans sa dernière déclaration, il l'a encore dit, et je suis passé sur la télévision nationale il y a quelques jours. J'ai également insisté sur ce fait que AstraZeneca, c'est un vaccin qui est valable, qui a été homologué au niveau de la CDC. Enfin, le CDC, c'est le centre de contrôle et de promotion qui contrôle les maladies, hein, et qu'il est plus ou moins mis en échec, hein, à travers des programmes de lutte contre ces maladies. CDC Afrique. CDC Afrique a homologué AstraZeneca. Ce que nous devons tout de même rappeler, c'est qu'au départ, lorsque AstraZeneca a été mis sur le marché, il y a eu un certain nombre de soucis. On a parlé des cas de thrombose, on a parlé de beaucoup d'autres malaises que les gens ont
pu ressentir après avoir reçu la première dose de ce vaccin. Mais le vaccin en lui-même, selon les critères scientifiques, si on considère ce qui peut être, comment dirais-je, pas bénéfique, quand on compare les problèmes aux bénéfices qu'on en tire sur un grand nombre de personnes soumises à ce vaccin, je crois que le bénéfice l'emporte très largement. Et donc, sur le plan scientifique, AstraZeneca n'est pas remise en cause. Et en République démocratique du Congo, AstraZeneca n'est pas remise en cause non plus. Il y a eu une certaine réticence au début. Il y a eu des doutes que même les scientifiques ont inoculés dans beaucoup d'esprits, pas seulement ici en Afrique et au Congo, mais dans beaucoup de pays. Le président de la République a été très clair. Il dit « j'ai eu des doutes ». Mais puisque les spécialistes, puisque les médecins nous disent que la meilleure façon de protéger les populations pour le moment, c'est le vaccin. Parce que lorsqu'on a été vacciné, il y a de très fortes chances de ne pas développer des formes graves de la maladie. Mais le président dit, s'il y a déjà ça, je ne peux pas empêcher. Mais pourquoi lui-même Attendez, il a dit, j'ai eu des doutes. Il n'a pas dit, arrêtez-moi. Est-ce que ces doutes persistent? Le président vous a dit, je souhaite, et ça va se faire très rapidement, qu'on puisse offrir une palette de vaccins. Il n'y a pas qu'AstraZeneca. Vous avez bien d'autres vaccins. Vous avez le Sputnik d'origine russe. Vous avez le Johnson & Johnson américain. Le président dit, offrons une palette, comme ça se fait en Europe. Vous voulez vous faire vacciner? Ok, vous choisissez votre vaccin. Il a dit, dès que cette palette sera offerte, je me ferai vacciner en compagnie de la première dame. Très bien. Ça devrait quand même rassurer. Quelqu'un qui a des doutes, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir un doute. Mais puisque les médecins nous disent que c'est la seule possibilité pour l'instant de se prémunir contre la Covid, mais le président a dit, d'autant plus que la vaccination est libre. Alors, puisque le président avait des doutes, ou il a encore des doutes, pourquoi il avait autorisé le lancement de la campagne? Pourquoi ne pas aussi protéger aussi, à travers ces doutes, la population? Oui, mais non, attendez. Le doute, chacun de nous peut l'éprouver ou ne pas l'éprouver. Mais les spécialistes de la santé vous disent qu'à l'heure actuelle, la seule possibilité de prémunir les populations contre cette maladie, c'est la vaccination. On dit, ok, celui qui veut se vacciner est libre de le faire. Je dis, moi je ne vais pas me faire vacciner, j'attends qu'il y ait l'offre de plusieurs autres vaccins. Est-ce que vous pensez que c'est le moyen d'aller se faire vacciner à Paris ou à New York qui manque au chef de l'État? Non. Non. Il a dit, je veux offrir la même possibilité à mes compatriotes. Là, alors, moi aussi, je peux aller me faire vacciner. Il avait largement la possibilité de se faire vacciner. Voilà. J'insiste sur ce souci-là. Si cette palette est offerte... Le président va se faire vacciner. Voilà. Mais pour le moment, il faut encore attendre. Pour le moment, il a encore des doutes. Bon, les médecins le rassurent, lui disent, ok, très bien, mais amenez d'autres vaccins. Mais pas l'AstraZeneca. Non, non, l'AstraZeneca est là. Mais il y a des gens qui ont été vaccinés par l'AstraZeneca. Pourquoi le président ne le fait pas? Attendez, c'est un homme libre. Ne l'oubliez pas. C'est un homme libre. Et il vous dit que la vaccination n'est pas obligatoire. Okay. Ça veut dire que même vous, le citoyen lambda, n'est pas obligé de se vacciner. Très bien. Mais puisque les médecins nous disent que c'est la meilleure façon de se protéger, vous voulez vous faire protéger, vous choisissez de prendre le vaccin. On va terminer l'émission, messieurs les professeurs, on ne va pas abuser de votre temps. Mais si je ne vous pose pas cette question, je serai prise à partie.
Ah. Certains experts de la communication comme vous aujourd'hui estiment qu'il y a un problème dans la façon de communiquer du président de la République. Dans son cabinet, il n'y a vraiment pas de gens adéquats pour mettre ou concevoir des bonnes stratégies de communication en faveur du président de la République. Alors qu'autour du président, il y a les professeurs Kassongo Mayamba qui enseignent les SIC. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Honnêtement, j'aurais préféré ne pas répondre à la question. Vous êtes libre. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui disent que il n'y a pas de stratégie. Et le président de la République communique comme ça. Donc il se réveille un matin, voilà. Demain matin, non. Je crois que les amis devraient plutôt se tranquilliser. Très bien. La communication du président de la République est prise en charge par une équipe dans laquelle figurent plusieurs spécialistes, plusieurs techniciens. Il se pourrait que, pour des raisons ou d'autres, les gens estiment que non, le président devrait faire ça. Parce que le vrai problème, il est là. J'ai vu la dernière interview. Oh, il y a eu c'est des ratés. J'ai posé la question calmement à quelqu'un. Il dit, vous pouvez me citer les ratés de cette interview? On évoque plus les côtés salaire du président de la République. Il ne connaît pas son salaire. Est-ce que cette communication a été ratée? Le président vous dit, je ne sais pas combien je touche. Gagne. Mais comment il vit alors? Le président de la République, je répète ce que j'ai déjà dit ailleurs, c'est une institution. Il faudrait que nos compatriotes arrivent à comprendre ça. Ce n'est pas un individu lambda comme moi qui va au travail le matin. Pas comme vous. Oui, enfin bon, j'ai vu de bon salaire. Donc, c'est une institution. Et ici, dans notre pays, et dans d'autres pays aussi, chaque institution reçoit une dotation. Et elle est votée par les députés. Donc, le président de la République a une dotation. C'est cette dotation-là qui peut ou n'est pas toucher son salaire, il va vivre. C'est cette dotation-là qui lui permet de fonctionner en tant qu'institution. Très bien. Et ce n'est pas lui qui gère. Il a un service qui s'appelle le service de l'assistant financier du chef de l'État. Très bien. C'est à ces personnes-là qu'il faudrait poser la question. Ça m'étonnerait qu'ils vous donnent les chiffres. Mais pour vous éviter tous ces détours et tout, mais prenez la loi des finances. C'est écrit noir sur blanc. Je ne sais pas pourquoi les gens vont chercher midi à 14h. C'est écrit noir sur blanc. La loi des finances dit combien touche le chef de l'État. Très bien. On a terminé cet entretien, messieurs les professeurs. Merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes les porte-parole du président de la République. Et vous êtes également Congolais des pères et des mères. Je le confirme, mais je ne vois pas pourquoi. Quelle est la nécessité de le dire? Mais sinon, c'est vrai. Mais bon, pour moi, c'est un détail sur lequel je n'insisterai pas. Très bien. Alors, voilà. on a terminé cette émission et j'ose croire qu'on va encore vous retrouver très prochainement lorsqu'il s'agira encore d'évoquer des grandes questions d'actualité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça n'est fini pour cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons grand merci. J'ai reçu sur ces plateaux, je rappelle, le professeur Tarsis Kassongo Mayamba. Il est porte-parole du président de la République. Avec lui, nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité. Merci de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.